On croit toujours que la guerre commence par un coup de canon, par une charge, par un cri, par une bannière qui se déplie dans le vent d'un monde mourant. Mais dans l'Imperium, les vraies guerres naissent souvent d'un murmure. Un mot répété trop loin, une prière transmise par des bouches qui ne se connaissent pas. Une idée qui passe d'esprit en esprit comme une étincelle sur une traînée de Prométhéum. Je m'appelle Lucian Garay, rogue trader par droit ancien, serviteur par nécessité, survivant par habitude. J'ai traversé des routes où les astres cessent d'avoir des noms. J'ai vu des mondes se taire sans que l'administratum n'ait le temps d'écrire leur épitaphe. Et pourtant, rien ne m'a glacé autant que le jour où j'ai compris que des systèmes entiers chantaient d'une seule voix le même mensonge. Ce jour-là, la passerelle vibrait du ronronnement sacré des cogitateurs. Les hublots donnaient sur un vide tranquille, un noir presque paisible, comme si la galaxie retenait son souffle. Autour de moi, les officiers du bord récitaient leur liturgie d'acier et de chiffres. Les serviteurs, ces silhouettes cousues de tuyaux et de bandelettes, glissaient d'un pupitre à l'autre, grinçant des prières mécaniques. Tout semblait normal. Presque. Puis, l'astropathe Kizen a hurlé. Ce n'était pas un cri humain. C'était la douleur d'un esprit qu'on force à regarder trop loin. Il a trébuché, la tête rejetée en arrière, les yeux blancs comme de la cire. Ses lèvres remuaient, mais ce n'était pas lui qui parlait d'abord. C'était le cœur, lointain, innombrable. Une marée de voix en haute gothique, si pure qu'elle en devenait obscène. Je me suis approché, prêt à ordonner qu'on le sédationne. Kissen n'était pas étranger aux convulsions, aux transes, aux visions. Mais là, il y avait autre chose, une cohérence, une intention. Il s'est penché vers moi, comme si toute la passerelle avait disparu, comme si nous étions seuls dans un confessionnal creusé dans le vide. « Il chante », a-t-il soufflé. « Mon maître, ils chantent tous. » « Qui Kissen ?»« Mes frères et mes sœurs, les astropathes, partout, 10 ans, 20 ans, 30 ans, le même message, le même refrain. Ils ne s'accordent jamais ainsi, jamais. Et pourtant, il a ri, un rire fissuré, presque émerveillé. Puis, sa voix s'est brisée en un murmure extatique. Il chante des mots de liberté. Le mot a claqué dans mon esprit comme une gifle. Liberté. Dans l'Imperium, ce terme est une lame à double tranchant. Un parfum qui attire les foules et les inquisiteurs. Une promesse qui mène rarement à la lumière et souvent à la cendre. Le serviteur aux communications a couiné, ses doigts implantés, tournant les cadrans avec une précision d'insecte. Une suite de lumière s'est allumée. Il avait isolé une diffusion à large bande. La fréquence n'était pas impériale, trop nette, trop sûre, trop confiante. La voix a rempli la passerelle. Claire, calme, parfaite. En haute gothique, prononcée avec une élégance presque insultante. Nous venons en allier au domaine d'Aris et invoquons l'amitié des compagnons d'armes. Ce monde, selon les concordes précédents, est déclaré protectorat. Vos guerriers ont l'honneur de servir la caste du feu. Vos messagers et pilotes voleront sous les ailes de la caste de l'air. Vos savants gagneront but et connaissance sous l'œil de la caste de la terre. Vos marchands et gouverneurs apprendront sagesse et profit sous la tutelle de la caste de l'eau.
Et tous œuvreront pour le bien suprême, guidés par les bénis, sous la protection de l'Empire Tau. Le silence qui a suivi était plus lourd que l'armure de ma coque. J'avais déjà vu des Xénos promettre la paix. J'avais déjà vu des humains les croire. Mais là, ce n'était pas une ville, ni même une planète. C'était l'échelle. Des dizaines de mondes, peut-être plus, déclarant leur indépendance presque simultanément. Des gouverneurs qui, hier encore, payaient la dîme, qui gravaient l'aquila sur leurs portes, qui envoyaient leurs fils au recrutement, et qui aujourd'hui se proclamaient libres. Libres. Je me suis surpris à serrer les dents au point d'en sentir la douleur. La colère est un luxe quand on commande vaisseau, mais cette fois, elle était utile. Elle me maintenait debout. Parce que je venais de comprendre ce que ces Xénos avaient fait. Ils n'avaient pas envahi d'abord avec des canons. Ils avaient envahi avec des mots, des accords commerciaux, des gadgets, des promesses, une technologie présentée comme un don et utilisée comme une chaîne. La caste de l'eau se glissant dans les cours, dans les guildes, dans les administrations. Les gouverneurs flattés, conseillés, rassurés. Puis, une fois la dépendance installée, une simple poussée et la rébellion devenait une évidence confortable. J'ai craché sur le sol de métal froid. Quelqu'un paiera. Kisen a relevé la tête, tremblant, et il a murmuré la phrase qui a scellé tout le reste. Une croisade, mon maître. On la prêche déjà. Une croisade contre les Tau. Le mot croisade n'a pas la chaleur d'une promesse. Il a le poids d'un verdict. Et j'ai su, avec une clarté glaciale, que nous venions d'entrer dans une guerre où l'ennemi n'était pas seulement une flotte, ni même un empire xénos. L'ennemi était une idée. Et l'Imperium ne pardonne jamais aux idées qui osent survivre. Pour comprendre comment une idée peut abattre un monde sans tirer un seul coup, il faut remonter bien avant le premier tir, bien avant les premiers morts, bien avant que le nom de Damoclès ne devienne une cicatrice dans les archives. Les Tau avaient déjà conquis, déjà agrandi, déjà goûté à la sensation dangereuse de l'ascension. Leur première expansion avait été une réussite. De nouveaux mondes, de nouveaux alliés, des castes qui travaillaient comme les doigts d'une même main, et surtout, une certitude nourrie par leurs éthérés, ces figures qui sourient comme des prêtres et commandent comme des rois. Ce qui les freinait, c'était le vide lui-même, l'absence d'un vrai saut plus vite que la lumière. Alors ils ont triché avec la physique, comme le font tous les empires qui refusent d'attendre. Ils ont créé un moteur qui poussait leur vaisseau près de la vitesse lumière. Assez vite pour que la galaxie se rapproche. Assez vite pour que les frontières, soudain, cessent d'être des limites et deviennent des invitations. Ils ont appelé cela leur seconde expansion. Ils ont lancé des flottes comme des lances, depuis leur monde racine vers l'obscurité. Ils ont planté des avant-postes, dressé des ports, posé leur doctrine comme on pose des plaques d'armure sur un corps neuf. Dans cet élan, un nom a grandi parmi eux. Un nom qu'ils prononcent avec la même ferveur qu'un saint. Purtide, stratège, enseignant, légende. Ils disent qu'ils pouvaient gagner une guerre avant même que l'ennemi ne sache qu'elle commençait. Ils disent qu'il enseignait la victoire comme d'autres enseignent la prière. On raconte qu'après avoir vieilli, blessé, il s'est retiré sur une montagne, transmettant ses leçons aux meilleurs. Et que même sa mort n'a pas mis fin à sa voix, car ils ont conservé son esprit sous forme d'ombre savante. Une présence qui continue d'apprendre à tuer avec intelligence.
Purtide ou non, leur expansion a fini par buter sur une barrière d'espace instable, un gouffre de routes impraticables et de courants traîtres. Le golfe de Damoclès, une frontière naturelle, une cicatrice cosmique, ils l'ont franchi, enfin, comme on franchit une rivière en crue, en acceptant le risque. Et de l'autre côté, ils ont trouvé l'Imperium. Ils n'ont pas compris, au premier regard, ce que cela signifiait. Aucun Xénos ne comprend. L'Imperium est trop vaste pour être saisi, trop ancien pour être estimé, trop brutal pour être résumé. C'est un empire qui survit parce qu'il ne sait plus comment mourir. Les Taux ont commencé là où commence toujours l'erreur. Ils ont rencontré les humains les plus éloignés de Terra, des pirates, des capitaines sans serment, des colonies perdues qui avaient oublié leurs origines, comme on oublie un ancêtre trop lointain. Des mondes qui vivaient dans une version appauvrie de l'Imperium, assez proche pour porter encore des symboles, assez loin pour ne plus craindre les conséquences. Avec ces humains-là, les Taux ont appris, ils ont testé, ils ont négocié, ils ont offert des outils, des biens, des soins. Ils ont observé ce qui faisait céder un gouverneur, ce qui faisait plier un conseil de guilde, ce qui achetait une milice. Ils ont découvert que l'homme a faim, pas seulement de nourriture, de promesses, de confort, d'espoir. Et là, la caste de l'eau a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a insinué, elle a patienté, elle a souri. Des décennies ont passé. Des mondes ont commencé à commercer avec eux. Des objets étrangers ont circulé, brillants, efficaces, presque miraculeux, comparés aux reliques fatiguées des forges impériales. Des gouverneurs ont découvert qu'on peut vivre mieux quand on cesse de payer la dîme. Des marchands ont compris qu'il existe des profits hors de la loi. Et, petit à petit, un crime est devenu une habitude, puis une culture. Puis les Taux ont poussé, très doucement, sur la première pierre. Sur les mondes jugés prêts, des envoyés ont planté l'idée de rébellion comme on plante une graine dans une terre fertile. Et un à un, les gouverneurs ont déclaré leur indépendance. Des proclamations, des serments nouveaux, des bannières retirées. Et, aussitôt, des flottes xénos sont arrivées, non pas comme des envahisseurs, mais comme des hôtes attendus, annonçant des protectorats, des concordes, des lendemains lumineux. Dans l'Imperium, ce genre de trahison est un poison lent. Il met du temps à être reconnu, et quand il l'est, il est déjà partout. C'est ainsi que j'ai compris, ce jour-là, sur ma passerelle, que le chant des astropathes n'était pas un accident. C'était le signal. Le cœur hurlait la cartographie d'un désastre. Et quand l'Imperium entend un désastre, il ne répond pas avec des mots. Il répond avec une hache. La réponse impériale est rarement rapide, mais elle est toujours définitive. Elle ne se mesure pas en jours, mais en conséquences. Quand enfin Terra tourne la tête, c'est un continent qui se met en mouvement. Un mécanisme de guerre si lourd qu'il écrase autant qu'il sauve. Dans le secteur où le golfe de Damoclès mordait la carte, les signes s'accumulaient depuis longtemps. Des raids d'Eldar pirates, des tempêtes warp qui rendaient les routes incertaines, des dîmes retardées, puis absentes, des gouverneurs qui parlaient d'autonomie, de liberté, de nécessité. La même chanson toujours, mais chantée avec une autre bouche. Puis sont apparus les artefacts, les biens xénos, trop propres, trop efficaces, trop étrangers. On les retrouvait dans les marchés, dans les palais, parfois même dans les arsenaux. Des objets qui n'auraient jamais dû franchir les contrôles.
jamais dû survivre à un auto-da-fé. Et pourtant, ils étaient là, brillants comme des mensonges. L'Inquisition a suivi la piste. Pas tous. Certains ordos ont des priorités plus pressantes, des horreurs plus anciennes à surveiller. Mais l'ordo Xeno, lui, n'a jamais eu besoin d'une bonne raison pour haïr. Il lui suffit d'un fait, un alien, un contact, une preuve. L'enquête a conclu ce que l'Inquisition conclut presque toujours. Menace majeure, hérésie par association, corruption par commerce. Et dans la bouche d'un cardinal, dans la plume d'un maître du Ministerum, cette conclusion s'est transformée en appel, une croisade. On l'a déclaré dans les annales comme un acte de purification, un effort pour restaurer la main de l'Imperium sur des sous-secteurs instables, pour reprendre des mondes qui avaient cessé de payer, pour punir ceux qui avaient osé croire qu'on peut vivre sans l'Aquila au-dessus de sa porte. Dans la vérité de l'acier, ce n'était pas une grande croisade, pas une marée de vaisseaux comme celles qui ont ravagé des segments entiers lors des âges d'or et de ruines. C'était une force relativement modeste, assemblée avec ce qu'on pouvait obtenir vite. Une douzaine de bâtiments capitaux, des escortes, des régiments de la garde, des compagnies provisoires de Space Marines, prélevées comme des lames dans une dizaine de chapitres. Assez pour frapper. Pas assez pour écraser un empire, si cet empire était réellement prêt. On dit parfois que la foi peut remplacer la logistique. C'est une phrase que les prêtres aiment. Elle sonne bien. Elle tue ceux qui la croient. Dans la salle du conseil, j'ai entendu les noms. Régiment, chapitre, inquisiteur, cardinal. Et, au milieu, un détail qui ne voulait pas se poser dans mon esprit comme il faut. Un capitaine des Iron Hands prenant le commandement opérationnel, parce qu'il jugeait les autres trop faibles, trop lents, trop humains. Ruthless efficiency, disent-ils. Efficacité impitoyable. C'est une vertu quand on compte des obus, et un vice quand on compte des vies. La croisade a quitté ses ports comme un couteau quitte son fourreau. Et aussitôt, le vide a répondu. Sur la bordure d'un système poussiéreux, les Auspex ont détecté des vaisseaux tau, de tonnage comparable à des croiseurs. Cette silhouette fine, rapide, presque élégante, en rupture totale avec la brutalité gothique des coques impériales. L'attaque a été immédiate, comme toujours. Dans l'Imperium, on ne discute pas avec un alien. On ne négocie pas avec un blasphème. On tire. Les taux ont riposté autrement. Ils ont lancé des salves de torpilles à longue portée, brisant la formation impériale, forçant nos capitaines à manœuvrer comme on évite des éclats de verre. Nos bombardiers ont été envoyés, et eux ont répondu avec des intercepteurs et des escortes rapides, leurs appareils tournoyant comme des insectes d'acier autour de nos formations. C'est un strike cruiser, appuyé par des frégates, qui a trouvé la faille. Il s'est glissé à l'intérieur de leur dispositif, au plus près, là où leur puissance de feu latérale semblait moins écrasante. Nous avons infligé des dommages. Ils ont décroché. Un de leurs vaisseaux, trop lent, trop touché, n'a pas réussi à se retirer. Il a disparu dans une explosion silencieuse, englouti par l'obscurité. Ce fut une victoire, une vraie sur le papier. Mais j'ai senti, derrière les acclamations, une gêne, une question muette. Pourquoi ces Xénos, si sûrs, si organisés, s'étaient-ils retrouvés là, à tester nos dents, à mesurer notre rage? Parce que c'est ce qu'ils faisaient depuis le début. Mesurer, apprendre, adapter. Et nous, comme toujours, répondions avec la même chose.
la certitude. Dans l'Imperium, la certitude est un poison doux. Elle vous fait croire que l'ennemi est déjà vaincu, parce que vous avez décidé qu'il devait l'être. Le golfe de Damoclès, lui, ne décide rien. Il avale, il attend. Et la guerre ne faisait que commencer. La première véritable descente a eu lieu sur un monde qu'on appelait Syl, une planète agricole, fertile, peuplée de millions de taux. Un monde qui, sur une carte, aurait pu sembler insignifiant. Mais dans une croisade, l'insignifiance n'existe pas. Chaque planète est une marche. Chaque marche est un message. On ne conquiert pas seulement des sols. On conquiert des symboles. Syl avait une station orbitale, des vaisseaux systèmes et les restes d'une flotte déjà bousculée. Le Conseil de croisade a confié l'assaut à l'homme qui commandait avec l'esprit d'une machine, le capitaine des Iron Hands, Rouman. Son nom sonnait comme un clou enfoncé dans une planche. La station orbitale a été frappée d'abord. Les canons ont parlé. Les boucliers ont tremblé. Les Space Marines ont abordé, avançant dans des couloirs que la gravité ne pardonne pas. Ils ont pris le cœur de la structure, pont après pont, comme on arrache un organe. Les taux qui s'y trouvaient n'étaient pas là pour tenir jusqu'au bout. Ils évacuaient. Ils embarquaient des réfugiés, du personnel essentiel, des dossiers, des secrets. Leur retraite avait la forme d'une décision calculée, pas d'une panique. La station est tombée. Et alors, les landers de la garde sont descendus comme des pierres. L'Aeronautica a rempli le ciel. Les drop pods des chapitres ont fendu l'atmosphère. Météores de métal et de foie. Les premiers combats au sol ont révélé ce que les escarmouches spatiales avaient à peine suggéré. Les taux ne sont pas des sauvages. Ils ne chargent pas par rage. Ils tirent par méthode. Ils déploient des formations mécanisées, des blindés, des appuis. Leurs chars, leurs plateformes, leurs armures de saut, tout semblait conçu pour faire payer chaque mètre. Nos formations ont subi des pertes, des embuscades dans des terrains roulants, des tirs concentrés, des angles morts exploités avec un sang-froid presque cruel. Sans l'intervention rapide de troupes d'élite et l'acharnement des Space Marines, une colonne entière aurait pu être brisée. Dans un bunker de commandement, un sergent des White Scars a atteint un chef tau en armure de combat. Là, au milieu du béton et des ombres, l'alien a fait quelque chose que peu d'ennemis ont jamais osé face à un Astartes. Il a parlé. Il a offert non pas sa reddition, mais une forme d'amitié, une alliance, un sens. Le sergent a répondu comme l'Imperium répond à tout ce qui tente de détourner sa foi. Par la colère, par l'acier, par l'incompréhension absolue. Ce duel, dans les récits, devient presque un conte. Le guerrier humain, incapable de concevoir qu'on puisse lui proposer autre chose qu'une mort. Le guerrier tau, incapable de concevoir que l'honneur puisse refuser une offre de cause commune. Deux systèmes moraux se rencontrant, non pas pour se comparer, mais pour s'annuler. Le chef tau a été capturé, vivant, pour les interrogatoires. Un détail qui comptait, parce que l'Inquisition aimait les détails vivants. Les morts ne parlent pas. Les prisonniers, eux, peuvent être transformés en preuves. Mais l'essentiel n'était pas Syl. Syl n'était qu'un prélude. Ce monde n'était pas le cœur de l'Empire tau. Ce n'était même pas un set majeur. Ce n'était qu'un pas. Pour porter la guerre plus loin, il fallait franchir Damoclès. Cette bande d'espace instable, ce goulet où les routes se tordent et où les tempêtes warp vous regardent comme une bête regarde une proie.
Le conseil de croisade parlait de traverser comme on parle d'une formalité. Ils avaient déjà des plans pour le sous-secteur suivant. Ils avaient déjà des listes de cibles. Ils avaient déjà des sermons prêts. Moi, je regardais Kizen. Je regardais ses mains trembler quand il effleurait les runes de navigation. Je regardais ses yeux vides se remplir parfois d'un reflet qui n'appartenait à aucun monde réel. Il y a des endroits dans la galaxie où la distance n'est pas seulement une mesure, elle est un avertissement. Quand nous avons pris la route du Golfe, j'ai compris que nous ne traversions pas seulement un espace. Nous traversions une frontière psychique, un seuil où la guerre cesse d'être un affrontement de flotte et devient une confrontation d'empire avec le temps, avec la peur, avec ce qui se cache entre les étoiles. Et quelque part au-delà, Dalit attendait, comme une forteresse, sûre d'être inviolable. Le genre de certitude qui attire toujours l'Imperium. Et qui attire, parfois, pire encore. Le voyage à travers le Golfe n'a pas été rapide. Rien ne l'est, quand l'espace lui-même hésite. Les mois ont usé la discipline, et la discipline, à bord d'un vaisseau, est une ressource comme l'air et l'eau. Elle peut manquer, elle peut être contaminée. Avant même d'atteindre le sous-secteur de Kaunas, la croisade a lancé des opérations punitives sur des présences d'eau périphériques. Une planète glacée, un monde d'eau, des colonies de pêche. Aucune valeur stratégique évidente, disait-il. Alors, ils l'ont bombardé. Ils ont fait fondre la glace autour des implantations principales. Ils ont détruit, puis ils ont avancé, comme si la destruction était une étape de navigation. Après 5 mois de transit, la flotte a atteint le système de Dalit. Et là, l'Imperium a commis l'erreur la plus ancienne de toutes. Il a sous-estimé. La planète extérieure, Prienne, était protégée par une station orbitale. Nos capitaines ont approché avec une assurance presque paresseuse, comme on s'approche d'une fortification déjà vue. La station n'était pas une répétition, c'était une leçon. Elle portait des armes lourdes, des batteries capables de briser un croiseur sur la première volée. Un de nos bâtiments a été frappé si vite, si violemment, que la coque a gémi comme une cathédrale qu'on fissure. Et alors, 11 vaisseaux taux sont apparus, sortant de l'ombre de la planète, comme si la planète elle-même les avait enfantés. La bataille a éclaté avec la brutalité froide des manœuvres calculées. Nos escortes ont fondu sur la station pendant que le gros de la flotte pivotait vers les vaisseaux ennemis. Les taux ont concentré leur puissance sur un croiseur léger impérial. Il a tenu admirablement, jusqu'à ce qu'un coup chanceux provoque un effondrement de cloisons, une cascade de ruptures et, enfin, une surcharge des moteurs à plasma. La lumière qui a jailli a été si intense que les augures l'ont comparée à un soleil nouveau. Puis elle a disparu. Et avec elle, des milliers d'âmes. Ce genre de mort n'a pas de grandeur. Il n'a pas de chant. Il n'a qu'un silence brutal, puis des rapports. La victoire, ce jour-là, a été gagnée par l'audace d'un acte presque suicidaire. Mon propre vaisseau, plus petit, plus souple, s'est précipité au plus près de la formation Tau, infligeant des bordées à une distance qui faisait hurler les consoles et prier les mécaniciens. Nous les avons forcés à décrocher, parce que, au plus près, leur configuration semblait moins adaptée, moins confortable. Quand ils ont tenté de se retirer, la flotte impériale a refermé les taux. Le feu a suivi le feu. Et, à la fin, l'espace était un cimetière de débris.
Mais la croisade a payé le prix. 4 des 12 bâtiments principaux perdus. Une hémorragie que l'Imperium, en théorie, peut toujours remplacer. En pratique, un vaisseau capital n'est pas une pièce qu'on commande. C'est un monde qu'on entretient. Et chaque monde perdu est une décennie de formation, de logistique, de rituels, de vie. Dalif n'était plus une rumeur, c'était un mur. Et derrière ce mur, les Tau n'étaient pas seulement présents, ils étaient prêts. Les meilleurs d'entre eux, disait-on, étaient sur la planète. Purtide et ses élèves, ces noms qui, chez eux, résonnent comme des prophéties de victoire. Farsight, Shadow Sun, d'autres encore. Toute une constellation de commandants au même endroit, comme si l'histoire avait décidé de concentrer ses acteurs pour une seule scène. Le conseil de croisade s'est réuni. Opération Pluto, un assaut total. Drop pods près des villes et avant-postes. Objectifs multiples. Des pylônes de capteurs à détruire pour aveugler la défense. Des relais de communication à réduire au silence. Une plaie à ouvrir dans le réseau alien pour permettre à la garde et aux titans de débarquer. Les White Scars, plus modestes en nombre, ont reçu une mission simple et dangereuse. Frappe rapide, sabotage, destruction de pylônes. Une course contre le temps et contre les ultramarines, dont l'orgueil est une planète en soi. Au début, les premiers Astartes ont remporté des succès. Ils ont pris des positions. Ils ont écrasé des défenseurs. Ils ont avancé, comme on avance dans une ville qui croit encore au sommeil. Puis la défense Tau s'est refermée. Des armures lourdes, des drones, des frappes concentrées, des appareils de transport et d'appui surgissant avec une coordination qui ressemblait à une musique. Et soudain, les ultramarines eux-mêmes ont dû se retrancher, utiliser des structures ennemies comme abri, subir des tirs qui cherchaient la faille au lieu d'arroser l'espace. C'est là que j'ai compris une autre vérité. Les Tau avaient appris de nos premiers assauts. Ils avaient observé, ils avaient compilé, ils avaient planifié une défense non pas pour repousser des humains, mais pour contrer des Astartes. On ne fait pas cela par hasard. On fait cela quand on accepte enfin que l'Imperium n'est pas une tempête passagère. C'est un climat. Et sur Dalit, la tempête allait devenir un siège. Dalit a avalé nos forces comme une bête avale un os. Non pas d'un coup, mais en mâchant. Chaque jour, chaque nuit, la guerre recommençait, avec une précision méthodique du côté Tau et une obstination presque religieuse du côté impérial. Quand les titans ont touché le sol, j'ai senti la planète changer de ton. Les Tau avaient déjà vu des blindés, des régiments, des bombardements. Mais un titan, c'est autre chose. C'est une déclaration métaphysique. C'est l'Imperium qui dit à la réalité qu'il a le droit de la piétiner. Nos colonnes ont avancé vers la capitale, Galbin, là où se trouvait le Starport, le seul point par lequel les Tau pouvaient recevoir des renforts massifs ou quitter le monde en masse. Tenir Galbin, c'était tenir la gorge de la planète. Mais l'ennemi a choisi le lieu et le rythme. Les drones se multipliaient. Les armures furtives frappaient puis disparaissaient. Les tirs venaient de trop loin, d'angles trop propres. Les Tau bougeaient souvent la nuit, exploitant leurs optiques et leurs doctrines. Et au matin, ils se retiraient, laissant derrière eux des ruines et des rapports d'attrition. Puis, le premier titan est tombé. Ce ne fut pas une mort grandiose. Ce ne fut pas un duel mythique. Ce fut une séquence de calculs et de missiles. Une répétition de frappes sur un point précis,
après que les boucliers aient été strippés. Leto avait compris qu'un titan, malgré son aura de divinité, est une machine, et qu'une machine a des faiblesses. Les missiles ont frappé la tête cockpit, l'endroit où l'esprit humain commande l'esprit de métal. Une seconde, le colosse a tremblé comme s'il résistait. La suivante, il n'y avait plus de pilote. Le titan a vacillé, a perdu l'équilibre, puis il s'est effondré, brisant la route comme un dieu qui tombe dans la boue. Cette chute a fissuré quelque chose dans nos lignes. Pas seulement une position, une certitude. Des escouades Astarte ont été envoyées pour neutraliser des observateurs, des équipes de ciblage, des éléments qui guidaient les frappes. La guerre s'est fragmentée. La grande lance impériale s'est divisée en éclats. Infanterie, blindés, Space Marines, chacun se battant dans son propre couloir de feu. C'est aussi là que nous avons vu, pour la première fois, les croûtes, des auxiliaires, des chasseurs, des silhouettes qui ne combattaient pas comme des taux. Eux se battaient avec une sauvagerie froide, presque primitive, comme s'ils avaient gardé une faim que la technologie ne guérit pas. Leur présence était un rappel brutal. Même un empire qui se présente comme rationnel sait s'entourer de crocs. Le front a fini par se stabiliser sur une ligne de rivière, à quelques dizaines de kilomètres de Galbin. Une stagnation de boue, de tirs nocturnes, de patrouilles qui ne revenaient pas toujours. Farsight et Shadow Sun, disait-on, repoussaient les avancées, frappant les transports et les postes avancés avec une précision qui ressemblait à de l'humiliation. Et pourtant, nos forces avançaient encore, parce que l'Imperium ne s'est pas reculé sans ordre. Dans les souterrains, d'autres combats se jouaient. Des ultramarines ont infiltré un complexe de l'Earthcast, espérant contourner les lignes de feu. Là, ils ont découvert l'autre visage de l'apprentissage tôt. Des simulations, des zones d'entraînement, des armes expérimentales et des silhouettes qui ressemblaient à des Space Marines, trop semblables pour être des fantasmes, trop imparfaites pour être des frères. L'idée seule était une insulte. Utiliser notre forme comme cible, comme outil, comme leçon, transformer notre sacralité en exercice. Sur la surface, les pertes montaient. Dans l'espace, des signes annonçaient la venue d'une nouvelle flotte tôt, rassemblée dans l'intérieur de leur empire, prête à contre-attaquer, prête à enfermer la croisade comme un couteau dans une cage. Les renforts promis à la croisade ne venaient pas. Les messages se perdaient, les routes se brouillaient, ou quelqu'un, quelque part, avait décidé qu'il ne devait pas venir. Et dans un conseil de guerre, l'Inquisition n'a besoin que d'un silence pour transformer une campagne en exécution. Je savais déjà quel homme serait prêt à appuyer sur ce bouton. Je ne savais pas encore quand. L'inquisiteur Grad n'aimait pas la nuance. Il aimait les verdicts. Il avait cette manière de regarder une carte comme on regarde une plaie, non pas pour la soigner, mais pour décider où couper. Dans la croisade, il existait deux pulsations, deux factions, même si personne n'osait utiliser ce mot. Les annihilationnistes, qui voulaient l'extinction totale des taux, idéalement par des moyens qui ne laissent rien à reconstruire. Et les pragmatiques, qu'on appelait parfois diplomatiques par ironie, qui voulaient une démonstration de force, une frontière fixée par la peur, puis un redéploiement vers d'autres menaces. Moi, je connaissais les deux langages. J'avais négocié avec des horreurs. J'avais échangé des cargaisons contre des trêves. J'avais vu des mondes sauvés par un compromis et d'autres condamnés par un serment trop pur. Mais je savais aussi ceci. Dans l'Imperium, la pureté idéologique est un couteau qui se tourne facilement contre la main qui le tient. Grad a dissous le conseil.
Il l'a fait sans éclat, sans cérémonie, comme on ferme une porte. Son autorité inquisitoriale ne demandait pas l'accord des autres. Elle n'avait besoin que d'un instant favorable. Et l'instant était là. Nous étions enlisés. Les taux renforçaient leur position. La nouvelle flotte approchait. Les renforts n'arrivaient pas. La croisade commençait à ressembler à une saignée lente. Grad a annoncé l'ordre qui, dans une salle, peut faire mourir Man des Astartes. Évacuation complète des forces humaines au sol en 24 heures. Pas une heure de plus, pas une excuse. Puis, il a prononcé le mot que les officiers craignent plus que n'importe quel canon. Extermination. Il n'a pas eu besoin d'expliquer. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Une arme qui transforme une planète en tombe, et la tombe en avertissement. Une solution qui efface les questions au lieu d'y répondre. Une solution qui sauve l'impérium de la complexité. J'ai vu des généraux pâlir. J'ai vu des prêtres se taire. J'ai vu des Space Marines rester immobiles, car ils ont été créés pour obéir, même quand l'ordre est un blasphème contre la logique. Et j'ai vu, dans le regard de quelques hommes, une étincelle dangereuse, le désir de désobéir. Mais le temps manquait. 24 heures. C'était une corde autour du cou de toute la campagne. Alors, l'autre plan est né. Opération Hydra. Un dernier assaut. Une avance rapide, concentrée, comme une pointe de lance reconstituée. Tous ensemble, Titans, blindés, Astartes, gardes. Une traversée de rivière, un pont intact, une route directe vers le starport. Prendre Galba, forcer l'ennemi à céder l'espace, puis évacuer avec une façade de victoire. Sauver l'honneur, sauver les survivants, sauver au moins le droit de dire que l'Imperium n'a pas fui. Les taux ont durci leur résistance. Certains avaient modifié leurs armures pour des dispositifs de destruction, non pas par fanatisme, mais par refus de livrer leurs secrets. Nos titans pilonnaient la ville pendant que les Astartes nettoyaient le pont, tirant sur tout ce qui bougeait au-delà, parce qu'une seconde de pitié peut coûter une colonne entière. La progression a gagné du terrain. Puis, elle s'est arrêtée, à quelques kilomètres seulement du starport. Les taux n'envoyaient pas seulement des renforts, ils évacuaient. Des transports montaient en charge, emportant du personnel, des civils, des données. Leur retraite était organisée, et cette organisation avait quelque chose de noble, même si l'Imperium refuse d'accorder ce mot à un alien. Ce jour-là, un fait étrange s'est imposé sur le champ de bataille. Une trêve tacite autour des blessés et des récupérations. Les taux ne frappaient pas ceux qui ramassaient leurs morts. Certains Space Marines, malgré la haine, laissaient passer des évacuations. Comme si, au cœur de cette boue, deux armées avaient reconnu une limite que la politique ne reconnaîtrait jamais. Le starport a finalement été atteint. Des bunkers ont été pris. Des positions ont été arrachées. La victoire, si on insistait, était là. Mais elle ressemblait à une victoire qui saigne. Grad, lui, n'a pas changé. Pour lui, une planète Xénos restait une planète Xénos. Galbin ou non. Pont ou non. Honneur ou non. L'ordre d'extermination restait une solution élégante. Puis, un nouveau message a frappé la croisade comme une pierre. Un ordre, venu d'un plus haut inquisiteur. Retraite, regroupement, convergence sur Ultramar. Une nouvelle menace avait été détectée.
une présence si vaste, si vorace, si étrangère, que même l'orgueil impérial devait s'y plier. Les Tyrannides. Leur première grande ombre s'avançait. La guerre contre les Taux venait de rencontrer une guerre plus grande. Et soudain, Dalit n'était plus le centre du monde. Mais Grad avait encore un bouton sous le doigt. Et certains hommes, quand ils sentent leur contrôle leur échapper, préfèrent brûler la table plutôt que perdre la partie. La retraite est l'un des mots les plus difficiles à prononcer dans l'Imperium. On peut ordonner de mourir, on peut ordonner de tuer, on peut ordonner de brûler un monde. Mais reculer, même pour une raison logique, sonne comme une hérésie. Pourtant, l'ordre était là. Retraite, regroupement. Les Tyrannides approchaient. L'Imperium avait besoin de force. Même une croisade mal engagée comptait, car chaque vaisseau, chaque compagnie, chaque régiment est un chiffre qu'on ne peut pas toujours remplacer à temps. Les Taux, de leur côté, s'attendaient à des renforts impériaux. Ils ne savaient pas qu'ils ne viendraient pas. Ils ne savaient pas que l'Imperium se repliait, non par faiblesse face à eux, mais par nécessité, face à autre chose. Et ce malentendu a offert une porte. Une demande de pourparler est arrivée. Une parley. Un mot qui, dans l'Imperium, a le goût d'une humiliation, mais aussi celui d'un outil. J'ai accepté, parce que je suis un homme de transaction, et parce que je sentais que nous pouvions gagner plus en ouvrant une porte qu'en frappant un mur. Quand l'envoyé Taux est entré dans la salle du conseil, le silence est tombé comme une dalle. Beaucoup n'avaient jamais vu un alien conscient d'aussi près. La plupart des hommes ne connaissent les Xénos qu'à travers des serments et des silhouettes dans le feu. Là, il était réel. Il marchait. Il respirait. Il portait une garde d'honneur de la caste du feu. Les Space Marines l'ont regardé sans bouger. Ils ne l'ont pas salué. Ils ne l'ont pas tué. C'était déjà un compromis. Les premiers échanges ont été raides. Le Taux parlait de protectorat, de bien suprême, d'ordre, de rationalité. Des menaces voilées, des promesses déguisées. Une diplomatie qui se croit moralement supérieure parce qu'elle ne hurle pas. Moi, j'ai répondu avec le seul langage que comprend un empire jeune. La perspective. Je leur ai parlé d'une menace qui ne négocie pas, d'une fin qui ne signe pas de concorde, d'une marée qui avale les mondes et ne laisse pas même des ruines à reconstruire. Je n'ai pas tout dit. J'ai tordu la vérité. J'ai laissé entendre que la menace pourrait frapper les T au plus vite qu'ils ne l'imaginaient. Et j'ai suggéré, sans le dire, que l'Imperium, malgré tout, était le seul mur assez épais pour retarder cette fin. Je ne sais pas s'ils m'ont cru. Les TO sont lucides, mais ils sont aussi prisonniers de leur propre récit. Ils pensent que tout peut être compris, donc contrôlé. Ils pensent que la raison suffit, donc gagne. Ils pensent que l'univers doit répondre à un plan. L'univers, lui, répond rarement. Face a été sauvée, honneur maintenu. Les TO ont accepté de laisser la flotte impériale se désengager. Ils ont choisi de nous regarder partir plutôt que de nous encercler et de nous détruire. Parce qu'ils ont interprété notre présence comme une sonde, une première morsure, pas comme une armée en manque d'air. Et nous sommes partis, blessés, épuisés, encore vivants. Dalith est resté derrière, une cicatrice dans la mémoire de la croisade, une preuve que l'Imperium peut frapper même loin de ses centres, mais aussi une preuve qu'un empire Xénos peut encaisser et apprendre. Pour les Taux, l'invasion a été un choc, une démonstration de puissance vulgaire et terrifiante, repoussée
au prix d'un coût qu'ils n'avaient jamais imaginé. Leurs castes civiles ont vu la guerre de près. Ils ont vu des villes saigner. Ils ont vu la mort tomber du ciel. Et ils ont compris, peut-être pour la première fois, qu'ils n'étaient pas le centre d'une histoire propre. J'ai lu plus tard des rapports qui tentaient de transformer cela en victoire éclatante. Une propagande trop brillante pour être honnête. Beaucoup de taux, disait-on, ne regardaient même plus les projections, traversant les holo-images comme si elles n'existaient pas. Car un enfant peut voir quand on ment trop fort. Dans l'Imperium, on ment aussi. Mais on le fait avec une autre esthétique. On appelle cela foi. Quand nous avons mis le cap vers Ultramar, je me suis surpris à penser à Damoclès comme à un seuil. Pas seulement une frontière entre deux empires, une frontière entre deux manières de survivre. Les taux par l'intégration et la promesse, l'Imperium par la contrainte et le feu. Et au-delà de cette frontière, un troisième acteur s'avançait. Une fin qui ne reconnaît ni promesse ni foi. Dans la grimdark du futur, il n'y a pas de fin heureuse. Il n'y a que des pauses entre les désastres. Damoclès n'était pas la fin d'une guerre. C'était l'apprentissage d'une ère. On demande souvent pourquoi les Taux n'ont pas écrasé la croisade plus vite. Pourquoi un empire technologiquement élégant, méthodique, capable de frappes à longue portée et de coordination parfaite, n'a pas simplement brisé cette force impériale et imposé sa loi de l'autre côté du Golfe. La réponse est simple et impitoyable. Les Taux n'étaient pas prêts pour l'échelle. Ils avaient des armes, ils avaient des doctrines, ils avaient des commandants brillants. Mais la galaxie ne se conquiert pas avec la brillance seule. Elle se conquiert avec une capacité à perdre sans s'effondrer, à saigner sans s'arrêter, à remplacer des divisions entières comme on remplace des munitions. L'Imperium est monstrueux, pas seulement par sa cruauté, mais par son volume. Quand il perd 1 million d'hommes, il écrit un rapport et il recrute un autre million. Quand il perd un vaisseau, il pleure, puis il réaffecte. Quand il perd une planète, il la met dans une liste, et parfois, il revient un siècle plus tard, comme si le temps n'était qu'un outil. Les Taux, eux, comptent encore leurs pertes comme des tragédies. Ils n'ont pas des trillions d'âmes à jeter dans un broyeur. Ils n'ont pas des siècles de cynisme institutionnel. Ils n'ont pas, surtout, l'habitude de l'horreur sans fin. Dalit a prouvé que l'Imperium pouvait traverser un goulet instable, frapper un monde s'être lourdement défendu, déployer des titans, tuer par tonnes, puis partir pour une autre guerre sans même se retourner. Cette capacité à changer de théâtre, à considérer la destruction comme un moyen banal, est une forme de puissance que la technologie seule n'explique pas. La croisade a aussi révélé quelque chose d'autre, la fragilité du récit. Taux. Leur idéologie du bien suprême fonctionne tant qu'elle semble inévitable, tant qu'elle ressemble à une montée naturelle. Mais quand un marteau impérial s'abat, quand des cités brûlent et que les civils voient des dieux moteurs marcher, l'idée que tout va bien devient difficile à vendre. Les commandants Taux ont compris, eux, la proximité du désastre. Farsight, dit-on, a su à quel point Dalith avait été près de céder réellement. Sans un retournement de priorité impériale, sans la menace tyrannide, la planète aurait pu être réduite, non pas conquise, mais annihilée. Cette vérité n'était pas proclamée. Elle pesait au-dessus d'eux comme un nuage d'orage. Du côté impérial, la croisade a laissé des traces moins visibles,
mais profonde. Elle a montré que les Tau n'étaient pas une bande de pirates, ni une petite menace locale. Ils étaient un empire, capable de planifier sur des décennies, d'infiltrer sans bruit, de manipuler des gouverneurs humains avec une finesse qui rendait l'hérésie presque agréable. Et cela, dans l'Imperium, est un crime qui dépasse la simple présence Xénos. C'est une attaque contre la structure même, un virus idéologique, une tentation de confort. La croisade a aussi exposé les fractures internes. L'Inquisition, prête à brûler une planète malgré des forces encore au sol. Les généraux et amiraux pris entre l'honneur et la survie. Les Space Marines utilisés comme symbole autant que comme arme. Les Rogue Traders, comme moi, jouant les charnières entre le pragmatisme et la foi. Quand nous avons quitté Damoclès, nous n'avons pas quitté la question. Nous l'avons simplement rangée temporairement sous un autre dossier, parce qu'un dossier plus urgent venait de s'ouvrir dans le sang. Les tyrannides arrivaient. Et là, même les haines de l'Ordo Xénos devaient se réorienter. Parce qu'on peut purger un empire Xénos, on peut bombarder un monde, on peut briser un traité, mais on ne peut pas négocier avec une fin qui n'a pas de visage. Dans le silence des corridors de mon vaisseau, je repensais au chant de Kizen. Liberté. Le mot n'était pas mort. Il était juste plus dangereux. Car après Damoclès, il existait désormais une preuve que l'Imperium pouvait être défié, et une preuve que la réponse impériale pouvait être retardée par la lourdeur de son propre corps. Dans la galaxie, il n'y a pas de secret éternel. Il n'y a que des délais. Damoclès avait donné aux Tau un délai. Assez pour apprendre, assez pour se renforcer, assez pour imaginer qu'il pourrait, un jour, franchir le seuil, non pas comme infiltrateur, mais comme conquérant. Et l'Imperium, lui, avait appris qu'un alien qui sourit peut être plus dangereux qu'un alien qui hurle. Le futur n'a pas de morale. Il n'a que des forces en compétition. Et au-dessus de tout cela, comme une ombre immense, le vide attendait, patient, indifférent, prêt à engloutir l'idée la plus brillante, comme la foi la plus fanatique. Si je devais résumer Damoclès en une image, ce ne serait pas une bataille spatiale, ni la chute d'un titan, ni même la silhouette d'un envoyé Xénos dans une salle de conseil. Ce serait une carte où les frontières ne sont plus des lignes, mais des blessures, où les routes de ravitaillement ressemblent à des veines, où certains systèmes sont entourés de notes, de sceaux, de croix et de mots griffonnés en marge, comme un avertissement qu'on n'ose pas mettre en titre. Attention. Damoclès a été le premier contact réel, l'épreuve du feu, la mesure des dents. Les Tau ont vu ce que signifie affronter l'Imperium de face. Ils ont vu que la brutalité peut être une stratégie, et que la stratégie peut être un rituel. Ils ont vu un empire qui se nourrit de ses propres pertes, qui transforme la souffrance en monnaie. L'Imperium, lui, a vu qu'un ennemi peut s'étendre sans conquérir, peut gagner sans déclarer la guerre, peut faire tomber des mondes par la simple diffusion d'une alternative. Et cela, dans le cœur de nos maîtres, est intolérable. Car l'Imperium ne supporte pas l'idée qu'un homme puisse choisir autre chose que lui. La croisade s'est terminée officiellement par une retraite. Officieusement, elle s'est terminée par une promesse. Une promesse silencieuse, gravée dans la mémoire des survivants et dans les archives de l'Ordo Xénos. Nous reviendrons. Mais la galaxie n'offre jamais une seule guerre à la fois.
Elle superpose les tragédies comme on empile des cadavres dans une fosse. À peine Damoclès refermé, la menace tyrannide s'est avancée vers Ultramar. Et toutes les priorités ont été aspirées vers ce nouveau gouffre. Ce déplacement, cette capacité du destin à détourner la main juste avant qu'elle ne frappe, est la vraie ironie du 41e millénaire. L'Imperium est immense, mais il est toujours en retard sur quelque chose. Il n'est jamais maître du calendrier. Il n'est que maître de la punition. Quant à moi, Rogue Trader, je suis resté ce que j'ai toujours été. Un homme qui navigue entre les monstres. Un homme qui comprend que la survie n'est pas une victoire, mais une habitude. J'ai vu l'Inquisition se préparer à effacer un monde, puis être stoppée par un ordre plus haut. J'ai vu des taux proposer un avenir lumineux à des gouverneurs humains, et j'ai vu ces gouverneurs croire qu'ils étaient libres, alors qu'ils changeaient simplement de chaîne. La différence, c'est que l'Imperium appelle sa chaîne « devoir » et la bénit avec des prières. Les taux appellent la leur « bien suprême » et la police avec des sourires. Et au-dessus de ces deux chaînes, il y a la troisième, la plus ancienne, la plus solide, celle du vide, celle du temps, celle de la guerre qui ne finit pas. Damoclès n'a pas résolu la question de savoir si les taux étaient un ennemi secondaire ou un futur grand adversaire. Damoclès a simplement prouvé qu'ils étaient là et qu'ils apprenaient, qu'ils pouvaient saigner et continuer, qu'ils pouvaient perdre et se souvenir. Dans l'Imperium, le souvenir est une arme. Les archives sont des arsenaux. Les noms des mondes rebelles sont des listes de cibles. Les sermons n'oublient pas. Les croix ne pardonnent pas. Il y aura d'autres croisades, d'autres retours, d'autres golfs à franchir, d'autres pourparlers où des hommes feront semblant de négocier pendant que leurs mains cherchent déjà le levier d'un canon. Et un jour, peut-être, la carte sera trop chargée. Les blessures se toucheront. Les veines de ravitaillement se couperont. L'Imperium, ce colosse qui avance lentement, trébuchera sur son propre poids. Ou bien il continuera, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est devenu un mécanisme qui survit par inertie. Ce qui est certain, c'est ceci. À Damoclès, l'humanité a regardé un empire xénos dans les yeux et a compris qu'il n'était pas un simple monstre à abattre, mais un miroir déformant. Une version possible de l'Imperium, plus jeune, plus propre, plus dangereuse par sa capacité à séduire. Et les taux, eux, ont regardé l'Imperium et ont compris qu'ils avaient provoqué quelque chose qu'ils ne pouvaient pas vraiment mesurer. Une force qui, quand elle se met en mouvement, ne s'arrête pas parce qu'elle a raison, mais parce qu'elle a faim. Le futur n'offre pas de conclusion. Il offre des chapitres. Damoclès était un chapitre écrit à l'encre noire, scellé par des serments et taché par une vérité simple. Dans le vide, les cathédrales flottent, les empires prient, les idées tuent. Et la guerre, elle, continue.